Salut à tous, notre invité de la semaine a 49 ans, il s'appelle Stéphane Hérault, il est entrepreneur bien sûr et il a créé sa société Chaput Holder, une grosse dizaine d'années on va dire pour rester un petit peu flou, on en dira plus tout à l'heure. C'est une société internationale qui est spécialisée dans le conseil aux entreprises, conseil en matière de gestion, conseil en matière d'investissement. Et durant la période que nous traversons, il va être intéressant effectivement de s'entretenir avec lui pour voir si le métier, au travers du virus qui circule actuellement, ce métier reste-t-il le même? Bonjour Stéphane Hérault et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. J'apprécie énormément cette opportunité de pouvoir échanger avec vous sur à la fois le contexte et plus précisément sur ma société. Merci. Eh bien, on est deux à ressentir la même chose. Stéphane, auparavant, vous savez qu'on a une sorte de routine dans cette émission. Derrière moi, il y a une photo d'une ville que vous connaissez bien, qui est la ville de Londres. C'est un de vos bureaux. C'est là que vous passez l'essentiel de votre vie professionnelle. Alors, ma question, et encore une fois, c'est une sorte de gimmick qu'on a dans cette émission. On fait toujours comme ça, on démarre toujours comme ça. Dites-moi ce que Londres a représenté dans votre vie, non pas personnelle, mais dans votre vie professionnelle. Écoutez, énormément de choses. Alors, je vais être un peu contrevenant à votre question et je vais vous dire que personnellement, ça a aussi beaucoup représenté puisque 2 de mes 3 enfants y sont nés. Donc, c'est une ville qui, pour moi, a beaucoup d'importance. Aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, Londres reste, et en dépit des choix un peu douteux de ces gouvernements respectifs, et notamment de la réalisation depuis maintenant un peu plus d'une dizaine de jours du Brexit, reste pour moi une place fondamentale, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Vous savez que ma société est spécialisée dans les services financiers. Donc, pour moi, Londres reste un endroit absolument incontournable et le restera, je pense, dans le futur. Il y a un vrai dynamisme aujourd'hui dans cette ville qu'il n'y a pas forcément dans les autres bureaux dans lesquels nous sommes implantés. En dépit de Londres est probablement aujourd'hui une des villes qui est les plus durement touchées par la crise sanitaire, avec des restrictions qui sont absolument terribles, qui en fait reviennent à ce que nous avons tous vécu en mars dernier, mais qui en dépit de ça garde son dynamisme, garde sa capacité à aller de l'avant, à rester innovant. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, à Londres particulièrement, c'est que le concept de l'innovation est véritablement partagé par tous les acteurs jusqu'aux régulateurs, puisque vous le savez, la FCA, le PRA joue un rôle très important dans le dynamisme de la place financière, ce qui n'est pas forcément le cas des autres régulateurs. Ce qui s'est passé récemment sur la crypto-monnaie ou sur d'autres sujets montre que, contrairement à l'Angleterre, certains pays n'ont pas forcément des régulateurs qui poussent toujours dans le sens de l'innovation et du dynamisme de la place financière. On va reparler de ça tout à l'heure, Stéphane, parce qu'on a une demi-heure à parler ensemble. C'est plus vous qui allez me parler, j'espère, que moi en tout cas. Et on va commencer, si vous le voulez bien, par l'historique de votre métier, non pas de conseiller en finance, de votre métier d'entrepreneur. Racontez-moi l'histoire de Stéphane Hérault, entrepreneur. Écoutez, c'est une histoire qui, je pense, est d'abord une aventure humaine. C'est une question de rencontre. J'ai souvent l'occasion de discuter avec des jeunes entrepreneurs, que ce soit dans les startups fintech ou même dans les métiers du conseil, qui se posent beaucoup de questions. Et la première question souvent est la question du choix des partenaires, de vos associés. Et là, j'ai une réponse qui est assez invariable, qui est de dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup de littérature qui peut être écrite autour de ce choix, mais véritablement, il y a 2 critères fondamentaux. Le premier, c'est l'intelligence. Il faut être avec des associés qui sont très intelligents. Et aussi, il faut être avec des associés en qui vous ayez confiance. Une fois que vous avez ces 2 critères remplis, vous êtes armé pour aller loin. Mais ça fait partie des choses qu'on va faire. On a avec un des fondateurs de Chaput, qui sont au nombre de 3, Patrick Buquet, on a pour projet d'écrire un e-book sur le sujet. On a déjà lancé notre premier e-book sur la vente, qui est en vente chez Amazon. Et la prochaine publication sera autour de l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est un sujet à la fois d'avenir et crucial pour la dynamique de l'économie, notamment française, mais qui soulève beaucoup de questions et sur lequel l'expérience joue un rôle très important. Alors, ça m'amène un petit peu à revenir sur quelque chose qui m'a marqué quand j'ai travaillé un petit peu sur la préparation de cette émission. Vous parlez de vos associés, des gens avec lesquels vous avez travaillé, des gens avec lesquels vous avez eu des idées. J'ai lu beaucoup de choses autour de vous, j'ai lu beaucoup de choses sur Chaput Holder.
mais j'ai lu finalement très peu de choses sur Stéphane Hérault, comme si d'une certaine manière, la société cannibalisait sur l'homme qui l'a créé. Écoutez, c'est vrai c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment donné la priorité aux individus par rapport au collectif. On est une société qui est extrêmement visible sur les réseaux sociaux, sur les publications, sur les white papers, dans des domaines très différents. Aujourd'hui, notre positionnement purement financial services, services financiers, pardon, nous amène à véritablement nous concentrer sur l'ensemble des problématiques clés. Et aujourd'hui, vous pouvez taper sur Google et chercher sur les sujets clés, vous trouverez, ou sur notre site directement, des papiers relatifs à tous les sujets chauds de l'industrie. C'est vrai qu'on est moins sur le positionnement de l'individu. Ça change un petit peu. Aujourd'hui, moi, j'ai une activité qui est assez intense sur les réseaux sociaux. On a publié un certain nombre de sujets. J'ai aussi dans mes équipes et dans mes associés des gens qui sont très visibles. Je parlais de Patrick Buquet, mais j'aurais pu citer aussi Sébastien Meunier, qui sont régulièrement cités dans les classements des influenceurs les plus importants dans les domaines de fintech, d'insurtech. Donc ça change un peu, mais c'est vrai que et ça c'est vraiment l'ADN de Chapuis. Le Chapuis Alder, c'est une société qui a été construite sur un concept qu'on a emprunté à McKinsey, qui est le One PNL. C'est-à-dire que chez Chapuis Alder, il n'y a pas de discussion autour du PNL, on partage entre nous, on est fiers de travailler ensemble, on est convaincu que chacun a sa place, et donc on s'évite tous les désagréments des comptes d'apothicaire. On partage une part à un homme. Donc c'est vrai que cet esprit collectif a toujours animé à la fois la création et le développement de Chapuis Alder, plus que la mise en scène des égos et des personnalités, ce qui est, je sais, le cas chez certains de mes confrères vénérés. Non, on dit pas de mal, Stéphane. Non, je ne peux pas. Il y a un autre aspect quand on lit des choses sur vous. Je vous citais un certain nombre de villes qui ont toutes le point commun qu'elles vous ont accueilli à un moment ou un autre, ou qu'elles vous accueillent encore aujourd'hui. Genève, Paris, Londres, New York, Montréal, Hong Kong, Singapour, et puis Budapest. Pourquoi Budapest? Alors, pourquoi Budapest? Alors, à Budapest, le bureau de Budapest, c'est un bureau un peu particulier, hein. C'est un bureau qui n'est pas forcément commercialement très actif, qui est plutôt axé sur le développement d'IP Chapuis Alder, c'est-à-dire le développement de produits Chapuis Alder. Produits, on entend des produits, des solutions informatiques de type Workflow Manager, Email Parser, gestionnaire de procédures, tous ces sujets que en fait on englobe dans notre nouvelle stratégie Augmented Consulting, qui est en fait l'utilisation des technologies afin d'avoir un conseil beaucoup plus impactant pour nos clients en termes de résultats, grâce justement à ces leviers technologiques qui nous permettent d'être plus efficaces, d'aller plus loin dans les bénéfices qui sont apportés à nos clients. Donc Budapest est véritablement notre laboratoire en tant que tel, et il est vraiment une des pierres angulaires de notre système d'innovation, avec notre accélérateur qui est basé à New York et notre centre d'expertise en Asie, à Hong Kong, qui est géré par Laurent Lyotard. Donc, Budapest, c'est un choix qui est extrêmement rationnel quand on parle de laboratoire. On peut se poser la question quand on parle de conseil, mais en termes de laboratoire, c'est un des endroits où le capital humain est le plus riche en termes de développeurs, de user managers. Oui. Stéphane, est-ce que vous pouvez préciser la notion de laboratoire pour que ce soit parfaitement clair pour ceux qui nous regardent et nous écoutent? Un laboratoire, c'est un endroit où vous allez essayer d'apporter, de mener à bien une idée de solution technologique. C'est-à-dire que vous allez partir d'une connaissance très approfondie d'un problème que vous connaissez sous l'angle de conseil en management, d'expertise métier, et vous allez essayer d'inventer, grâce à des méthodologies de design thinking et autres, d'inventer un outil qui va permettre de répondre exactement aux besoins que vous avez identifiés en tant qu'expert métier. Donc, pour ce faire, vous avez besoin d'avoir à la fois les gens qui comprennent très bien le métier et qui sont capables de développer des cas d'usage. C'est ce que nous faisons très bien depuis toujours. Et nous avons donc rajouté
cette composante technologique avec des développeurs, avec des Scrum Masters qui sont capables justement de mener à vie, de porter à la vie ces idées que nous avons avec des clients souvent et qui permettent de développer des outils qui sont véritablement en ligne avec le besoin. Voilà. Donc, le laboratoire, c'est vraiment une usine à développer des solutions innovantes. Alors, je vais revenir justement sur l'homme, Stéphane Hérault. Donc, si j'ai bien compris, vous me contredites, hein, si jamais j'ai mal compris, il y a 3 phases. Il y a l'identification d'un besoin pour la société que vous allez conseiller. Il y a l'imagination que vous allez devoir développer pour trouver une solution. Puis après, il y a la mise en pratique, la réalisation réelle de cette solution. Lui, Stéphane Hérault, qu'est-ce qui l'intéresse le plus dans ces 3 phases? Est-ce que c'est la phase jus de crâne, je dirais, ou est-ce que c'est plus la phase justement où on est les mains dans le cambouis? En fait, les deux. Et dans notre, quand on a réfléchi il y a quelques années à notre, ce qu'on appelle, les Anglais appellent la branding platform, c'est-à-dire ce qui nous définit le mieux, il y a un slogan, un motto, un mantra qui est revenu assez naturellement, qui était thinker and doer. C'est-à-dire qu'on s'est toujours positionné sur ces 2 dimensions parce que vous avez besoin d'être à l'inception du projet parce que nous connaissons très bien les métiers et nous pouvons construire des cas d'usage. Mais en revanche, sans exécution, et on le voit malheureusement aujourd'hui dans une actualité assez triste autour de cette capacité à développer une vraie campagne de vaccination, sans exécution, les projets ne sont rien. Donc, avoir cette capacité à construire des concepts décorrélés de la réalité, ça a pour nous peu de valeur. En revanche, s'assurer à chaque étape qu'on part, souvent des fois dans des directions diverses et variées, parce qu'au début il faut pas se censurer, mais que assez vite on arrive à canaliser tout ça pour arriver à une solution concrète et efficace. Ça fait partie d'un processus de bout en bout sur lequel on se positionne sur les 2 dimensions. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous dire l'une ou l'autre. L'efficacité et la valeur créée passe par la capacité à se positionner sur ces 2 dimensions. Stéphane, on va reparler de tout ça et puis on va parler des ressources qui sont celles, les ressources financières qui sont celles aujourd'hui de Chapuis Holder. Auparavant, je voudrais revenir sur une phrase que j'ai entendue de vous, que vous aviez prononcée en 2014. En 2014, vous disiez « Nous espérons atteindre le chiffre de 500 consultants dans 5 ans », c'est-à-dire en 2019. Là, on est début 2021. On en est où? Est-ce que vous avez tenu cet objectif? Est-ce que vous l'avez dépassé? Est-ce que vous l'avez atteint? Non, clairement non. Aujourd'hui, on est clairement pas dans cet objectif-là. On est plutôt dans la moitié de cet objectif. Pour des raisons diverses et variées. D'abord, on a connu des années de décélération, puis de Covid aujourd'hui, qui ont quand même frappé durement notre métier. Même si on y reviendra, j'imagine, on a su s'adapter et créer des vraies capacités de travail work from home en remote. Mais aujourd'hui, très clairement, le business plan sur lequel était fondé ce chiffre, qui était aussi, je dois l'avouer, dans une interview, un chiffre qui sonnait bien, était véritablement fondé sur des leviers de croissance qui ne sont pas apparus, des leviers d'acquisition externe, mais aussi de croissance organique. Donc non, aujourd'hui, il faut l'admettre, et je pense que un héritage, c'est l'ensemble de ces choses qui ont été délivrées ou pas délivrées. Sur la taille, l'objectif initial n'a pas été atteint, mais je préfère aujourd'hui me dire que en termes de capacité, de capital humain et de compréhension et de capacité à traiter les sujets, on est aujourd'hui dans la cible. C'est-à-dire que on avait un deuxième objectif sur lequel malheureusement l'interview n'avait pas repris l'objectif, qui était une couverture maximale du monde des services financiers, avec la dimension pays, la dimension sub-industrie, c'est-à-dire retail, enfin banque de détail, banque privée, asset management et autres, et aussi le sujet des différents key topics de l'industrie, la stratégie de croissance, les risques, la finance, la data science, la cybersécurité. Et sur ce sujet-là plus qualitatif, on est à l'objectif, c'est-à-dire qu'on couvre aujourd'hui, on est reconnu d'ailleurs par nos clients comme des experts très complets des financial services, couvrant tous ces domaines-là.
Donc, je me dis que certes, d'un point de vue quantitatif, nous ne sommes pas arrivés à notre objectif. Aussi parce que nous avons fait des choix de qualité versus quantité. Il faut aussi le dire. Mais d'un point de vue de la couverture des sujets, je pense qu'on est à la cible. Alors Stéphane, on en a parlé au début, on va en reparler maintenant parce que vous venez d'en parler, le Covid qui a effectivement impacté la vie économique de tous les pays du monde. Moi j'ai une question que je me pose. De votre position, vous êtes une sorte d'observateur de l'évolution de l'économie au travers des entreprises que vous conseillez. Dans cette période d'épidémie mondiale, de pandémie, quel est le réflexe des entreprises? Est-ce que c'est de se replier plus sur elles-mêmes ou est-ce que, d'une certaine manière, l'expression est peut-être impropre, mais c'est de conjurer le sort en continuant comme si tout était comme avant? Je pense que la volonté de la plupart des entreprises, quelle que soit leur taille d'ailleurs, hein, est véritablement d'aller de l'avant. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un impératif économique. Aujourd'hui, les aides de l'État sont des leviers qui ont été extrêmement importants, qui ont été activés, je pense, de façon efficace. On parlait de certaines choses qui ne sont pas forcément, mais sur les leviers, je pense qu'on a réagi, notamment en France, mais aussi au UK, en Suisse, aux États-Unis, on a bénéficié d'un certain nombre d'aides. Mais c'est un peu l'adage aide-toi et Dieu t'aidera. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit essayer de créer sa propre dynamique et de continuer à avancer en s'adaptant, en mettant en place des véritables structures pérennes de work from home, en aidant ses employés, ses clients, ses prestataires à construire cet écosystème digital autour de cette absence de présentiel. Donc, je pense que c'est véritablement aujourd'hui, il n'y a pas du tout de renoncement, il n'y a pas de résignation de la part des entreprises, quelles qu'elles soient. Il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant. Il y a des véritables challenges, des véritables barrières. Je pense que celle qu'on a le moins anticipée, en tout cas, je parle pour moi et je pense que c'est un constat qui peut être un peu généralisé, c'est l'impact humain, c'est la difficulté aujourd'hui pour nos employés de travailler depuis chez eux dans des conditions difficiles avec des visioconférences de plus en plus nombreuses qui occupent quasiment toute la journée, qui vous focalisent sur un écran. Nous, on a beaucoup de jeunes consultants qui sont aujourd'hui dans des villes extrêmement chères en termes de real estate. Vous avez parlé de Londres, on a parlé de New York, on a parlé de Hong Kong, donc dans des petites surfaces. Aujourd'hui, l'accompagnement mental et je dirais en termes de santé mentale est probablement un sujet sur lequel on doit progresser parce que c'est véritablement un fardeau. Je sais que tout le monde le sait, mais il y a véritablement un fardeau très très lourd à porter pour nos employés. Dans certains pays comme Montréal, ils sont confinés depuis octobre avec l'absence totale de regroupement familial, y compris pendant les fêtes. Donc avec en plus cette frustration de passer cette période qui normalement est une période où on se regroupe, où on met en avant les valeurs familiales, d'amitié, de solidarité, d'empathie, de compassion. Encore une fois, une nouvelle frustration. Donc oui, je pense que tout le monde va de l'avant, mais on est tous aujourd'hui, on espère vraiment que le vaccin, peut-être sorti de l'hiver, nous permettront de relâcher un peu certaines restrictions, même si aujourd'hui les nouvelles, notamment en provenance de Grande-Bretagne, sont extrêmement négatives. On espère qu'on va arriver à limiter ce fardeau dans les semaines qui viennent. Stéphane, est-ce qu'on peut mettre un petit peu des chiffres sur tout ça? Déjà, des chiffres pour se rendre compte de ce que représente Chapuis Holder avant la pandémie, et puis après de mettre des chiffres justement sur la perte qu'a généré cette période du virus sur les comptes quotidiens de Chapuis Holder. Aujourd'hui, Chapuis Holder, c'est une société qui fait depuis autour d'une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et la réduction de chiffre d'affaires autour du fait de la pandémie s'est située autour de 15% en termes de chiffre d'affaires, de revenus. Nous avons, je pense, très vite réagi dès le mois de mars sur les mesures à adopter, à la fois sur des mesures de restriction. On a été obligé d'en passer par là, des restrictions
employés, assez peu finalement par rapport à nos concurrents. Des mesures aussi de restriction des coûts. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, Chapuis Helder est une société qui n'a pas perdu d'argent loin de là en 2020, qui ne perdra Ah pas. ouais, mais c'est remarquable. Alors, est-ce que c'est quelque chose de propre à votre société, Stéphane, ou est-ce que c'est quelque chose finalement que l'on peut rebasculer sur l'ensemble du secteur des sociétés de conseil qui finalement feraient partie des sociétés, si on écoute ces chiffres, qui auraient le mieux traversé la crise? 15% de chiffre d'affaires en moins, c'est pas catastrophique. Est-ce que l'ensemble du secteur a été dans cette tonalité-là aussi? Je pense qu'on a des situations assez divergentes et assez diverses. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire partie. Évidemment, j'ai pas les chiffres de mes collègues et de mes pairs, mais on doit faire partie des sociétés qui s'en sont le mieux sorties aujourd'hui. Encore une fois, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de restrictions et surtout cette capacité à maintenir l'activité depuis avec un work from home, c'est-à-dire ne plus être dans les locaux des clients, mais d'être capable de maintenir la même qualité, le même niveau de service. Et ça a été fondamental parce que du coup, on a eu très peu de missions qui se sont arrêtées. Beaucoup de missions sont continuées pendant la pandémie et notamment pendant le lockdown. Après, j'ai du mal à vous répondre, mais juste un indicateur. Quand je regarde, puisque évidemment, en tant que patron d'une boîte de conseil, je suis abonné au Syntec, et le Syntec, et ça, c'est des chiffres publics que vous pouvez vous procurer. Quand je voyais, surtout par taille de société, le recours au chômage partiel, j'imagine que certaines sociétés ont dû avoir des sorties de crise très compliquées. Parce que nous, globalement, on a assez peu utilisé le chômage partiel. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a maintenu les contrats. Je sais que d'autres de mes collègues, a priori, n'ont pas eu cette chance et ont dû avoir un recours massif. Voilà. Et quand ça s'arrête, évidemment, le choc, le retour sur terre peut être assez violent. Donc non, je pense pas que le conseil ait été alors, évidemment, comparons si on compare à tout ce qui est restauration, culture, là, c'est le sinistre total. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect pour toutes ces industries qui souffrent énormément et qui aujourd'hui sont extrêmement touchées par la pandémie. On n'en est pas là, mais on a eu aussi des effets de bord très très forts sur l'activité et sur les nouveaux contrats. Surtout, on a fait vivre un stock existant, mais ça a été assez difficile de négocier des nouveaux contrats. Donc non, je pense pas que le secteur du conseil s'en soit si bien sorti que ça. Je pense qu'il y a eu des gens qui s'en sortent très bien. Encore une fois, nous, on a débuté très tôt. On a mis en place toutes les mesures de remédiation, à la fois internes et aussi externes. On a cherché les aides qui étaient disponibles, les PGE. Voilà, on a géré aussi les aspects de liquidité. Voilà, aujourd'hui, on s'en sort bien. On a vraiment fait une bonne année 2020. Enfin, on a fait une bonne année 2020 dans le contexte du Covid, évidemment, moins bonne que les autres années, mais ça, malheureusement, c'était une évidence. On rentre dans 2021 avec des certitudes qui sont des certitudes, je dirais, par rapport aux forces fondamentales de Chapuis, notamment cet esprit d'équipe qui va nous permettre d'avancer et de continuer à avancer. Après, historiquement, si on regarde les crises passées, c'est toujours l'année suivante qui est la plus dure, puisqu'en fait, c'est l'année où il y a pas d'embarqué, où on est vraiment en full contexte crise, où les entreprises souvent essayent de restaurer leur marge suite à une première année difficile. Donc voilà, on rentre dans 2021 avec des certitudes sur nos forces, mais aussi conscient des incertitudes qui sont inhérentes aux conditions de marché et à ce contexte très difficile. Stéphane, vous conseillez, Chapuis Holder conseille ou a conseillé 16 des 20 plus gros établissements financiers, bancaires, européens. Moi, je me pose une question. Vous savez, moi, je suis journaliste. Je vis dans un univers où, quand on quitte un média, pour rentrer sur un autre média, on a souvent une clause de non-concurrence ou des choses comme ça. Est-ce que c'est pas difficile de conseiller des gens qui finalement, bon, je vais exagérer, je vais grossir le trait extrême, mais qui finalement se font la guerre toute l'année sur les marchés? Est-ce que c'est pas difficile de conseiller tout le monde? Comment on fait? Alors, c'est vrai que c'était une condition de marché qui existait il y a peut-être une quinzaine d'années, quand on a débuté. C'est moins le cas aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord parce que
Je pense que d'abord c'est très encadré. On est sur des sujets de confidentialité des données, de non-disclosure agreement qui sont extrêmement forts et qui encadrent vraiment l'activité. Donc, et c'est des sujets sur lesquels tous les clients sont très vigilants. Donc, il s'agit absolument pas de prendre un modèle et de le déployer sur d'autres. D'abord parce que ça ne marche pas. Parce que aujourd'hui, les concepts, tout le monde les a, mais encore une fois, on revient à notre notion d'exécution. Je pense que ce qui est important, c'est l'exécution. On peut avoir des bonnes idées, on peut être dans la vérité, mais si on n'en fait pas une réalité, on a tort. Et donc aujourd'hui, les banques les assurances sont bien conscientes qu'aujourd'hui les enjeux, les vrais challenges sont plutôt dans l'exécution et l'adaptation à la structure qui est la leur et non pas la duplication bête et méchante, le copy-paste de quelque chose qu'on a pu faire ailleurs. En revanche, la capacité que nous avons à avoir cette vision de best practice, c'est quelque chose sur lequel on travaille, sur lequel on se structure et sur lequel on est capable de donner des retours à nos clients. Mais dans ce cas-là, c'est organisé. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un benchmark où les gens sont conscients du questionnaire, de ce qui va être restitué, ils ont accepté. Et là, voilà, justement, le fait d'avoir cette empreinte extrêmement forte en Europe continentale, je précise, puisqu'il nous manque des acteurs plutôt UK, comme Barclays ou d'autres comme Lloyd. Ça va être plus difficile de trouver des banques au Royaume-Uni maintenant avec le Brexit. Une petite parenthèse. Oui ou non? Peut-être non, d'ailleurs. Hein. C'est vous qui savez. Non, je pense pas. Ça va être difficile de servir le Royaume-Uni depuis un pays européen sans implantation au Royaume-Uni pour des raisons de fermeture des frontières et de passeporting et de mobilité des personnes. Mais en revanche, une fois que vous êtes au Royaume-Uni, ce que cherchent les clients aujourd'hui, encore une fois, c'est l'exécution, c'est-à-dire la capacité à véritablement délivrer quelque chose. Si vous démontrez ça, je pense que les anglo-saxons sont des gens assez pragmatiques et ouverts. Donc, si vous démontrez ça, il n'y a pas de raison de pas arriver à travailler avec eux. Stéphane, ça fait 28 minutes et 40 secondes qu'on discute ensemble. On n'est plus très loin du terme de cette émission. Je voudrais vous poser une question. Donc, moi, je suis directeur général d'une grande banque européenne et je cherche une société pour me conseiller. Donc, je consulte diverses personnes et je me retrouve en face de Stéphane Hérault, que je ne connais pas, et qui va avoir la charge de me convaincre que c'est Chapuis Holder, la société la plus apte à bien me conseiller. Comment vous allez m'expliquer ça, Stéphane? Écoutez, je pense que si je devais vous expliquer ça, je vous dirais deux choses. La première, c'est sur la capacité à délivrer des services qui sont exactement ceux dont vous avez besoin. Et je ne reviendrai pas puisqu'on a déjà évoqué, mais c'est cette capacité à avoir ce positionnement doer and thinker, c'est-à-dire de penser avec vous ce qu'il faut faire et de vous aider tout au long de l'exécution de ce programme. Et puis c'est aussi de discuter de quels sont les sujets qui aujourd'hui sont à votre agenda et qu'on partage et sur lesquels on peut vous apporter des choses. Ça peut être la finance durable, ça peut être la réglementation, ça peut être aussi l'utilisation des nouvelles technologies avec des méthodologies qui sont beaucoup plus agiles à la fois dans le concept et dans la réalisation. C'est des sujets comme cela, de repenser les business models, de réfléchir à la relation qu'on a avec ses employés, de s'inscrire dans une durée et dans une vision moyen-long terme avec aujourd'hui la prise en compte de ce qu'est la société, de ce qu'elle réclame en termes de valeur et en termes de modalités de collaboration. Ça fait partie des choses sur lesquelles je pourrais élaborer pour convaincre votre personne. C'est moi qu'il faut convaincre. Voilà. Ça me va, Stéphane. Je vous promets de prendre en compte votre candidature. Voilà. On arrive au terme de cette émission et au terme de cette émission, eh bien, on a compris que Stéphane Hérault avait limité la casse pendant la période de la pandémie. On a compris aussi, et c'est tout à son honneur, qu'il abordait 2021 gonflé à bloc. Stéphane, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était bonne continuation. J'espère surtout que la suite confirmera les espoirs que vous avez pour cette année 2021 et les suivantes. Merci Stéphane. Je suis sûr. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.